Bonjour, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Il est conseiller de grands groupes d'assurance français, généralistes et mutualistes. Pierre, dont vous retrouvez les vidéos sur YouTube, des interviews réalisées pour SICAV Online, pour Ecorama, ses interventions sur BFM. Et aujourd'hui, nous allons discuter ensemble et essayer de répondre un petit peu aux questions que se posent nos abonnés. Et donc j'ai recensé les principales questions. Les assurances vie sont-elles vraiment en danger ? Quel est le climat chez les assureurs ? Et ça, Pierre le sait bien pour les fréquenter presque au quotidien. Quel risque pour les particuliers qui détiennent des assurances vie en euros ? Il n'y a pas que l'euro, bien sûr, les fonds en euros. Et faudrait-il retirer ces fonds, peut-être vite, et puis alors, qu'en faire ? Alors, on va peut-être commencer quand même par la première question. Les assurances vie et les assureurs vie qui viennent d'annoncer qu'ils ne garantiraient plus le capital, qu'ils ne garantiraient plus une performance positive pour les capitaux. Est-ce que cette annonce prouve que pour eux, les choses vont mal ? Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que l'assurance vie va mal ? Est-ce que les assureurs vie vont mal ? La question est peut-être un petit peu plus... Il faut rentrer un peu plus dans le détail. La réalité, c'est que leur business model est fondamentalement remis en question aujourd'hui. Vous savez qu'un assureur vie, traditionnellement, depuis toujours, son métier, c'était de collecter de l'épargne et de l'investir essentiellement dans ce qu'on appelle des obligations. En gros, c'est des titres de dette. En gros, vous prêtez l'argent et contre quoi l'emprunteur vous rémunère des taux d'intérêt. Historiquement, les fonds euros, c'est cela, c'est vous achetez des obligations qui vont vous ramener du 3, 4, 5% par an. C'était le bon temps, sur des niveaux de taux d'intérêt qui étaient élevés. Et l'assureur vie, du coup, vous garantissez le capital et vous livrez en contrepartie en fait, de vos investissements un rendement qui tournait autour de 3, 4%. Tout simplement, c'était les intérêts livrés par les obligations qu'ils avaient en portefeuille. Leur business model est totalement réinterrogé parce que vous savez aujourd'hui, et c'est pas nouveau, malheureusement que les taux d'intérêt sont nuls, voire même négatifs pour une très grosse partie des obligations qui restent sur le marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les investissements qu'ils font aujourd'hui, il n'y a plus de rendement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérêt positif associé en fait à leurs investissements. Et donc, comment voulez-vous qu'ils vous renvoient une performance si ce dans quoi ils les investissent vous rémunèrent plus ? Et donc, naturellement, le business model fondamental des assureurs est remis en question tout simplement à cause de la baisse des taux d'intérêt et maintenant encore plus à travers les taux d'intérêt négatifs. Oui, alors on comprend bien que l'essentiel des fonds dits en euros sont constitués de fonds d'État, d'emprunts d'État, ce qu'on appelle des govies dans le milieu, dont le rendement est passé déjà dans le rouge depuis fort longtemps, sur des échéances courtes. Oui. On est à moins 0,50, moins 0,75 et ça fait déjà bien longtemps, depuis en fait pratiquement 2015. Mais là, cette fois-ci, c'est le 10 ans, c'est le 15 ans qui passe négatif. Alors, on a vu quand même que certains assureurs sont allés chercher du rendement du côté des émissions corporate, c'est-à-dire les dettes émises par les entreprises. Et puis là, aujourd'hui, on commence à en voir passer également en négatif. Je citerai des L'Oréal, des Sanofi, qui émettent en dessous, effectivement, d'un rendement zéro. Tout est dit. C'est-à-dire qu'on reprend traditionnellement leur métier, c'était prêter de l'argent aux États. Pas de risque, pas de souci. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus prêter aux États, ou ils continuent de le faire dans une proportion qu'ils vont essayer de limiter au maximum, parce qu'en fait, ça leur fait perdre de l'argent. Je rappelle quand même que les taux négatifs, cette incongruité, tout simplement, c'est que vous payez l'emprunteur. C'est-à-dire vous payez la personne pour qu'elle prenne votre argent, ce qui peut paraître un petit peu bizarre. Mais donc, on est passé effectivement des obligations souveraines, mais bon, vu qu'elles ne rapportent rien, il a fallu faire autre chose. Donc aujourd'hui, en moyenne, dans les fonds euros, vous avez par exemple à peu près entre 40 et 50% d'obligations souveraines, encore aujourd'hui. Le reste, c'est quoi ? C'est des obligations d'entreprise. D'abord, celles qui vont peser à peu près 30 à 35% du reste. Donc vous obtenez à peu près 80% du total. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont acheté ? Des obligations d'entreprise bien notées.
Triple A. Alors maintenant, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, en gros, ce qu'on va appeler l'investment grade, c'est-à-dire des entreprises dont la signature est assez bonne et sur lequel il n'y a pas beaucoup de risques. Mais la problématique, c'est que, un peu comme les États, au départ, les obligations d'entreprises bien notées, elles vous rémunéraient du 3, 4, 5%, et progressivement, en fait, les taux d'intérêt ont fait la même chose que pour les taux souverains. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cette classe d'actifs-là, dès à présent, aujourd'hui, ne rémunère plus. Fait que vous êtes face à 80% du portefeuille des fonds euros qui ne vous rémunère plus. Mais oui, c'est un peu la course à la chalote. Les obligations souveraines, je ne peux plus en faire, ça ne rémunère plus. Donc je vais sur des obligations d'entreprise bien notées, mais maintenant ça ne rémunère plus. Il faut aller encore ailleurs. Et c'est en fait la raison pour laquelle... On peut aller jusqu'à triple B. Alors, on peut aller jusqu'à triple B, donc ça c'est le cas, mais même le triple B ne vous rémunère plus beaucoup aujourd'hui, parce qu'en gros, il faut avoir en tête que sur les entreprises sont notées, donc en fonction de leur qualité, de la visibilité qu'elles peuvent apporter aux investisseurs, vous êtes soit très bien noté, soit moins bien noté, soit pas bien noté du tout. Et en fait, il y a une catégorie réglementaire qui fait que entre le bien noté et le moins bien noté, il y a une partie qui va vous rémunérer plus et une partie qui va vous rémunérer moins, c'est les mieux notés, et une autre qui va vous rémunérer plus, celles qui sont les moins bien notées. Alors, il faut avoir en tête dès aujourd'hui que toutes les entreprises qui aujourd'hui, même parmi celles qui sont les bien notées, qui émettent de la dette, qui émettent des obligations, elles font partie de la dernière catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais la conjoncture se dégrade, elles vont franchir le cap et passer dans les entreprises qui ne sont plus bien notées et qui vont poser problème en fait aux fonds euros. Alors on revient. Obligations souveraines, on oublie. Obligations d'entreprise bien notées, on oublie, ça ne rémunère plus non plus. Mais il faut encore aller plus loin. Et donc on va sur quoi? On va sur des actions liquides, les grands marchés que vous connaissez. Aujourd'hui, 6 à 8% en fait, des fonds euros sont sur des actions. Sur quoi? Bien sûr, sur du crédit d'entreprise, du crédit aux infrastructures. C'est à la mode maintenant depuis 3, 4, 5 ans sur les assureurs qui ont été compensés la faiblesse des rendements sur ce qu'ils achetaient traditionnellement par du crédit aux infrastructures. Donc, c'est des échéances assez lointaines avec des espérances de rendement qui peuvent paraître quand même aléatoires puisqu'on est sur des horizons assez lointains. C'est du private equity, à savoir en fait investir dans des entreprises. C'est un Graal, on va dire, des family office. Bien sûr. Ils ont déjà beaucoup épongé. Voilà, mais on éponge tout. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de l'immobilier. Voilà. Et c'est évident, les assureurs maintenant depuis 3-4 ans sont allés en fait sur l'immobilier. Au départ, vous allez sur des grands projets immobiliers, parce que les fonds euros et les assureurs, vous savez, c'est des montants énormes. Et lorsqu'en fait un investisseur de ce type vient ou porte attention à un marché dans lequel il n'était pas au préalable, il va déformer le prix, ce qui fait qu'en gros, il s'engouffre dans tout. Et aujourd'hui, vous avez du private equity qui a beaucoup monté parce que on ne peut pas faire autre chose, on y va, du crédit aux infrastructures, des marchés actions. Côté, ça c'est limite, c'est presque le moins grave, et bien sûr donc du crédit aux infrastructures, ce que j'évoquais tout à l'heure, et de l'immobilier en général. Donc ils alimentent en quelque sorte la bulle immobilière. Ils sont encore assez peu dans les actions, puisque ça serait entre 6 et 8, ce qui prouve d'ailleurs la différence de culture entre l'épargne longue aux États-Unis, ou l'épargne longue anglo-saxonne et celle du vieux continent. Les fonds de pension, effectivement, aux États-Unis, c'est 45%. Imaginons que d'un seul coup, il faille, d'après ce qu'on entend, il faille envisager de diversifier à hauteur d'au moins 20%. On ne peut plus être à 100% en fonds euros. Il va falloir qu'on arbitre. Au moins 20% en unité de compte. Il y a 1400 milliards dans l'assurance vie. 20% de 1400 milliards, ça fait dans les 300 milliards. Imaginons que ça s'engouffre pour moitié dans l'immobilier, pour moitié dans les actions, qui sont déjà au plus haut historique. Je rappelle d'ailleurs que si on vous dit faites du CAC parce que quand même à 5005, 5006 il y a 2-3 jours, on était au plus haut historique, on est très très loin des sommets de l'an 2000. Je rappelle que le vrai CAC 40, celui qui sert de référence aux assureurs, aux gestions et à l'AMF, qui mesure justement les performances réalisées par les différents asset managers, le CAC 40 qui agrège les dividendes, celui qui sert de référence, était à 4005 le 9 mars 2009 et a culminé à 15 430, c'était je crois le 27 septembre dernier. Donc on n'est pas à 5005 par rapport à 6000 en 2000, on est bien à
15 400 par rapport à 4 500 au plus bas. Alors, est-ce que les gens vont mordre à l'hameçon? Est-ce qu'ils vont aller chercher des actions au plus haut historique? Alors, c'est un peu la question. C'est en gros, les assureurs maintenant, vous l'avez constaté, en gros, la conséquence de ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est que le fonds euro, son business model, ce sur quoi il reposait, est mort. C'est-à-dire que les assureurs aujourd'hui ne seront pas en capacité de générer des nouveaux fonds euros. Déjà, d'assurer la garantie du capital, parce qu'on regarde la composition que j'ai évoquée jusque-là, c'est pas possible, parce que quand vous avez donc déjà pas beaucoup de rendement brut, il ne faut pas oublier que l'assureur, dans un fonds euro, il faut qu'il se rémunère aussi. Hein. Et donc, il y a le rendement brut du portefeuille. On fait une opération vérité sur combien ils prennent, 0,25, 0,50 plus Ça dépend des assureurs, c'est difficile à dire, mais bon, vous pouvez compter sur 50 points de base, hein, sur 0,5% probablement, entre le rendement brut et le rendement en fait versé. Voilà, alors il y a une des questions pour les assureurs, c'est de dire il faut peut-être revoir son compte de résultat, hein, et donc ce qu'on prend sur ces fonds pour justement éviter, pour garder quand même une performance qu'on peut livrer à ses clients. Mais c'est compliqué parce que là pour le coup c'est une vraie interrogation sur l'ensemble du monde de l'assurance en général. Non, la réalité, c'est que, fort de ce constat, je ne peux plus assumer la garantie du capital à travers les fonds euros et je n'arriverai plus finalement à redonner de la performance à mes clients, eh bien, j'arrête le fonds euro. Et quand je dis j'arrête le fonds euro, qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien, c'est ça le sujet. Le sujet, en fait, c'est qu'il faut faire autre chose. Sauf que dans notre monde, la vraie problématique, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, en fait, les substituts, les alternatives dans le monde financier, eh bien, elles deviennent de plus en plus rares. Donc, effectivement, vous pouvez aller orienter donc, les clients du fonds euro vers des unités de compte. Mais déjà, premièrement, vous perdez la garantie en capital. Donc, c'est la préservation du capital. Par définition, ne s'applique pas. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, votre capacité à générer du rendement reste tout à fait conditionnée à l'évolution du marché. Ce qui n'était pas le cas dans un fonds euro. Un fonds euro, pour un client final, c'était un peu comme une obligation. Je sais ce que je mets, j'ai la préservation acquise du capital et je sais à peu près ce que je vais toucher. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Alors que là, vous allez orienter en fait les Français, les épargnants français vers des produits qui sont des produits financiers, des vrais produits financiers. Ce que n'est pas avec le fonds du euro. Risque. Et donc, avec en sous-jacent du risque. Et la problématique, c'est le moment. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on s'oriente vers une diversification des investissements sur des actifs alternatifs qui peuvent être de l'immobilier, des actions non cotées, du crédit, des obligations à yield, etc. On les a évoquées, sauf que toutes sont au plus haut. Et là, il y a une problématique forte, c'est que amener en fait les épargnants vers ce type de produit paraît risqué. Parce que vous savez qu'aujourd'hui on est proche d'une fin de cycle économique, que ce soit en Europe où on frôle la récession, en Allemagne on est peut-être déjà d'ailleurs au troisième trimestre à moins quelque chose ou zéro. Donc avec une récession ça technique, récession, ouais. C'est ça, la zone euro aura probablement du mal à l'éviter, les États-Unis ralentissent, l'ensemble du monde finalement ralentit, l'économie mondiale va passer en dessous des 3% de croissance cette année, et encore c'est probablement un chiffre un peu surestimé, donc tout ralentit. Et la problématique du tout ralenti, c'est que c'est à ce moment-là où le risque se révèle. Et donc, vous voyez, le moment est quand même très très mal choisi. C'est-à-dire que vous allez forcer les épargnants à aller prendre du risque au moment où presque il ne faudrait pas en prendre. Parce que, il va se passer quoi? Il va se passer que le ralentissement de l'économie réelle va faire que, on va prendre le cas des actions pour les entreprises. Eh bien, dans le marché, si on devait caractériser le marché aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de valorisation du risque. À la limite, qu'il soit cher ou pas, on s'en fout. La réalité, c'est qu'en fait, on valorise les bons élèves comme les mauvais. Oui, le shale oil américain qui n'est qu'une pyramide de dette, c'est un Ponzi. Hein. C'est-à-dire qu'on extrait du pétrole qui perd de l'argent pour rembourser un emprunt sur de l'exploitation qui était déjà déficitaire. Mais on ne peut pas arrêter parce que si d'un seul coup le banquier arrête de donner de l'argent pour forer un nouveau puits, il n'y a plus de remboursement des prêts précédents. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut faire très attention. On est dans un monde dans lequel on a injecté tellement de liquidités, on a orienté les épargnants à prendre de plus en plus de risques vers des classes d'actifs diversifiés, qu'aujourd'hui les mauvais élèves sont valorisés comme les bons. Alors le mauvais élève, on ne le connaît pas aujourd'hui. Quand tout va bien, quand il y a de la croissance, ou un peu de croissance, et qu'il n'y a pas de problème de financement, on ne sait pas qui est le mauvais élève. Enfin, les spécialistes peuvent le savoir, mais en tout cas, il ne se révèle pas. Mais il va se passer qu'avec le ralentissement de l'économie réelle, là on parle de chiffre d'affaires, on parle de débouchés, vous allez avoir une entreprise qui va ouvrir le placard, un cadavre va tomber. Et là, ce n'est pas 5% de baisse, 10% de baisse, c'est qu'on peut avoir des accidents qui peuvent partir au tapis. Et donc, vous allez avoir
une entreprise qui va faire ça. Une, c'est un accident. Deux, c'est un accident. Trois, c'est un accident. Quand on a, en l'espace d'une semaine, XL Airways, Aigle Azur et Thomas Cook, c'est mauvaise coïncidence? Mais non, c'est les premiers prémices en fait d'un ralentissement qui est avéré. La question, c'est est-ce que ce ralentissement se poursuit et se transforme en récession généralisée? Alors là, tous aux abris, parce qu'en fait, ce qu'on évoquait là, c'est pas 3 cas, mais quand vous allez avoir 10 cas en 2 semaines, 10 entreprises qui ouvrent le placard, le cadavre tombe, là en ce moment ça s'appelle une prise de conscience. Tous les gens qui y sont allés avec, je dirais, le doux espoir que finalement leurs investissements alternatifs pouvaient réellement se substituer à leurs investissements traditionnels, à savoir pépère, je prête, je sais ce que j'ai prêté, je sais ce que je vais toucher grâce au taux d'intérêt, ben là en fait on se rend compte que, oulala, en réalité, il y a une toute petite porte pour sortir, on est plein à vouloir sortir au même moment, et c'est là où en fait les marchés secouent. C'est-à-dire qu'en fait cette prise de conscience, elle va déboucher sur le fait que tout le monde veuille partir de ces classes d'actifs, parce qu'en réalité, on les a orientés vers des classes d'actifs qu'ils ne comprenaient pas. Parce que tout simplement l'environnement est un environnement positif, et que dans un environnement positif, eh bien tout va toujours bien, il n'y a jamais de problème. L'environnement nous porte et en gros les problèmes on les met sous le tapis. Lorsque les problèmes vont ressurgir, les fragilités de certains des acteurs qu'on évoquait jusque-là vont se révéler en masse, tout le monde va vouloir se réfugier. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette question. Elle revient en fait à la question, je dirais, essentielle lorsqu'on parle du capital ou du patrimoine, de la gestion de patrimoine. Il ne faut pas oublier qu'en fait la mission de celui qui gère votre patrimoine, c'est la préservation optimale du capital. Il y a ces deux mots qui sont importants, préservation optimale. Et en fait, la réalité, c'est que l'environnement, le temps qui passe, va, de manière différenciée, vous faire préférer la préservation ou l'optimal. Oui, ça c'est une question que chaque épargnant se pose. Bien sûr. J'ai 30 ans, je suis au fait de ma carrière, avec encore peut-être quelques perspectives de choses sympathiques, donc je vais choisir du risque, parce que sur 30 ans, jusqu'à 62 ou 64 ans, il peut y avoir des cycles, mais je pourrais toujours au moins triompher d'un cycle et espérer sur le suivant. Oui, mais non, justement, c'est ce qu'on dit, c'est que en fait, c'est l'environnement qui doit nous faire choisir le moment où il faut aller chercher de la performance et prendre du risque. Et d'autres, c'est l'environnement qui doit, à un moment donné, vous faire dire que là, pour gagner beaucoup, il ne faut pas perdre. Et donc, dans ces cas-là, il faut s'orienter vers la préservation du capital. C'est le sujet. Et d'ailleurs, si intellectuellement, on veut revenir sur les taux négatifs. Vous savez que moi, les taux négatifs ne me choquent pas. Alors, ils me choquent un peu moralement. C'est-à-dire que payer quelqu'un pour qu'il prenne votre argent, bon, c'est pas très naturel. Mais dans le monde de l'investissement, ça veut dire quoi, le taux négatif? Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, dans un monde dans lequel on ne peut pas se projeter, dans lequel il y a du risque à peu près partout, eh bien, l'objectif prioritaire, c'est la préservation optimale du capital. Et ça veut dire quoi, la préservation optimale du capital? C'est-à-dire l'absence de prise de risque, parce que je ne sais pas en fait ce qui va arriver demain. Eh bien, pour cela, je suis prêt à lâcher 0,3, 0,4, 0,5% par an. Et si on devait faire une analogie amusante, finalement, l'obligation souveraine à taux négatif, qu'est-ce que c'est? C'est pas autre chose que le billet de train pour vous amener jusqu'à Genève, et le prix de l'allocation du coffre dans lequel vous allez mettre votre patrimoine. Et donc ça répond en fait à un moment qui est celui de, face au ralentissement, face au risque, que le risque se révèle, eh bien aujourd'hui, les investisseurs vous disent que moi, je veux d'abord préserver mon capital et plus qu'aller chercher en fait du rendement. Donc il faut bien avoir en tête ce paradigme, c'est qu'aujourd'hui, il est probablement pas temps de prendre du risque. Oui, mais je comprends bien ce que les assureurs font, mais les banques centrales les ont poussés à acheter des actifs de moins en moins bonne qualité. On évoquait tout à l'heure le corporate, c'est-à-dire les dettes émises par les entreprises. Aux dernières nouvelles, je crois que 60% des émissions aujourd'hui sont entre triple B et BB. Triple B, on est du bon côté. BB, on n'est pas du bon côté, on n'est plus dans l'investment grade. Il y a au moins 50% qui se situent juste au-dessus de la bonne limite, qui sont du bon côté. Il suffit de pas grand-chose pour qu'on bascule de triple B à BB. Et à ce moment-là, l'assureur n'a pas d'autre choix que de s'en défaire. Et je me demande, face à quelle contrepartie, comment l'assureur, justement, pense maîtriser ce risque? Il n'y a qu'une seule chose à faire si ça se matérialise. C'est aller taper à la porte du régulateur et lui demander de changer les règles. C'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les enjeux sont tels, les sommes sont telles,
qu'un assureur ne peut pas... Est-ce qu'ils vont savoir se faire entendre? Est-ce qu'ils vont pouvoir se faire entendre? Alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a quand même un précédent Lehman Brothers aux États-Unis par rapport aux régulateurs en général, qui est qu'une banque centrale à l'époque a laissé finalement faire faillite une banque commerciale de grande ampleur. C'était un règlement de compte entre deux géants qui ne pouvaient pas s'encadrer. Alors, Goldman Sachs et Lehman. Exactement, peu importe les raisons, mais on a mesuré les conséquences. Et aujourd'hui, les banquiers centraux et les régulateurs sont absolument frigorifiés par rapport à ce souvenir en fait de 2008, où globalement le fait de lâcher un établissement financier et l'amener à la faillite a entraîné la plus grosse récession mondiale depuis 80 ans. Et c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est finalement les banquiers centraux et les régulateurs voudront être le catalyseur qui révèle le risque. Notre point de vue, c'est que c'est peu probable qu'ils prennent cette responsabilité-là, et donc j'ai pas grand doute sur le fait que si jamais le ralentissement devait en fait encore dégrader la notation des entreprises à qui ils ont prêté, les assureurs, le régulateur en fait changera juste la ligne de flottaison en disant maintenant en fait ce qu'on va appeler investment grade, c'est plus le triple B et ça va être en fait la classe du dessous. Donc je crois qu'il y a quand même une forme de maturité, en tout cas je suis pas sûr qu'ils prennent le risque en fait de créer un risque systémique dans les sociétés. Alors, là j'ai une question d'un abonné qui est... Alors Pierre, vous qui êtes au contact des assureurs, qui les voyez parfois plusieurs fois par semaine, comment est l'ambiance chez les assureurs? Est-ce qu'ils pensent avec une certaine sérénité qu'ils vont être entendus et que le régulateur fera effectivement évoluer les règles du jeu dans un sens qui facilite leur métier, ou est-ce qu'ils ressentent qu'on se retrouve face à des problématiques qui remontent jusqu'aux banques centrales, qui ont épongé tous les bons du Trésor, le régulateur qui a également exigé plus de garanties, etc. Donc on a changé les règles prudentielles et on a asséché le marché. Alors, la réponse est dans la question, non ? Non, la réalité, c'est comment voulez-vous. Là, on parle quand même d'une remise en question profonde du mode de fonctionnement d'un pan entier du système financier qui s'appelle l'assureur. Et donc, forcément, ils s'interrogent, ils sont tendus. Il faut avoir en tête qu'il y a quand même un petit délai, à savoir que tout ça ne se matérialisera pas avant 1 à 2 ans, pour des raisons en fait techniques d'ordre de... Moi, je ne rentre pas dans le détail, mais de réserve de capi, mais ils le savent bien. C'est-à-dire que, alors, au-delà de parler du risque systémique de faillite de certains acteurs, la réalité, c'est que leur compte de résultat est réinterrogé. La manière dont ils faisaient du business est réinterrogée. C'est-à-dire leur difficulté à maintenant proposer un produit qui assurerait la préservation du capital garanti tout en générant de la performance les met à risque, évidemment. Parce que finalement, les investisseurs vont être amenés à se poser la question, finalement, à quoi servent-ils ? Et donc, puisqu'ils ne me servent pas, je me détourne de l'assurance vie pour aller faire autre chose. Donc, il y a un risque véritablement fondamental de perte d'attractivité. Déjà, d'impossibilité de continuer à faire comme avant. Donc déjà, en termes de business model, de taux de marge, de chiffre d'affaires généré, c'est une vraie interrogation. Et de même, finalement désintérêt des gens qui sont leurs clients parce que ils ont une proposition de valeur qui est fort différente du passé et surtout qui sera peut-être moins adaptée à ce que voudront les gens demain. Qu'est-ce qu'ils voudront les gens demain dans un monde où le risque de se révéler? C'est d'abord la garantie. Et si eux ne peuvent plus l'assurer, eh bien il est possible qu'ils s'en détournent ou que les investisseurs particuliers s'en détournent pour aller voir ailleurs ou faire autre chose. Donc il y a forcément une tension forte, une prise de conscience quand même pleine et entière. Voilà, donc les institutions sont très conscientes de cela, mais les solutions ne sont pas légion. D'où finalement la recommandation qu'on peut faire par rapport à cela. La question, c'est pas l'assureur vie en général qu'il faut réinterroger, c'est les assureurs vie qui sauront recréer un modèle différent, pérenne, avec une proposition de valeur raisonnable, quelles que soient les conditions de marché, de ceux qui auront fait des promesses et ne pourront pas les tenir. Et donc en réalité, le sujet de l'assurance vie n'est pas celui de l'assurance vie en général, mais de quelques assureurs vie qui, pour certains, ne répondront pas à la promesse qu'ils ont faite. Et là, ça peut poser un souci. Ouais. Alors moi j'ai une autre question, nos abonnés qui nous demandent, alors les assureurs disent on a encore 2 ans de réserve, c'est-à-dire que pendant encore 2 ans on va pouvoir servir peut-être un 30, un 50,
c'est les ordres de grandeur hein, que j'ai un petit peu captés. Mais il y en a qui se disent, mais ces assureurs, ils n'ont pas d'autres petits trucs, des petites ficelles, des petites pépites qui pourraient, dans lesquelles ils pourraient puiser. Par exemple, on sait que depuis 2009-2010, un fonds obligataire, on va dire un petit peu dynamique, a fait 200-225% de performance. C'est-à-dire plus de 7% annuel quand même. Il faut qu'on mesure hein, ce que c'est. Alors, est-ce qu'en prenant des bénéfices, justement, sur les lignes les plus profitables, on ne peut pas justement engranger? La question de savoir, maintenant, est-ce que c'est durable? Il faut le faire tant que les emprunts sont au plus haut. Ça va durer. Les réserves que vous évoquez, ça prolonge. La réalité, c'est que les taux aujourd'hui sont zéro. Donc imaginez qu'un assureur vous lie du 1,5 ou 1,8. Ces rendements-là, ce n'est pas avec des prix de marché qu'ils le font. Donc forcément, c'est l'héritage du passé. C'est le portefeuille qu'ils ont constitué par le passé. Donc soit avec des obligations qui continuent de leur servir du rendement bien plus élevé qu'aujourd'hui, soit en faisant du tactique, effectivement, en vendant des obligations pour bénéficier de la plus-value qu'ils ont réalisée. Mais c'est un one-shot. Une fois que vous n'aurez plus ces obligations-là. Soit vous les aurez vendues comme ça, encaisser une plus-value, même si c'est pas si simple en fait pour un assureur. Mais ou alors, en gros, les obligations que vous avez en portefeuille qui vous servaient des intérêts d'il y a 7, 8, 9 ans, c'est-à-dire bien plus élevés qu'aujourd'hui, eh bien elles arrivent à échéance, eh bien vous devez en fait vous orienter vers des prix de marché. Et c'est vrai qu'on commence à voir les premiers... En gros, le début de la fin, c'est à peu près aujourd'hui, c'est-à-dire que les montants importants d'obligations refinancées, ils arrivent en 2019. Et ça va continuer en 2020-2021. Et après, là pour le coup, on va avoir un souci. C'est parce que le rendement brut de ce que les assureurs, en tout cas ce que les fonds euros ont en portefeuille, va extrêmement baisser. Et donc là, les assureurs ne pourront plus verser du 1,5. C'est impossible à imaginer. Donc là se posera la question en fait de à quoi ça sert. Et donc une vraie question de fond. D'où en fait, d'ailleurs, vous avez peut-être vu la volonté des assureurs d'aller sur d'autres produits. Soit des unités de compte, soit le fonds euro croissance. Bon, j'entrerai pas dans le détail, qui est en gros une garantie partielle et plus totale en fait du capital que vous mettez dedans. À quoi on met à 80%? Il faut regarder en fait, il faut regarder plus précisément. Mais on va s'orienter vers ça. C'est-à-dire que de toute façon, il sera plus possible que des assureurs demain puissent faire la promesse d'une garantie du capital. Parce que pour continuer à générer du rendement, il faudra prendre plus de risques. Et si vous prenez plus de risques, faire la promesse de la garantie du capital m'apparaît très osé. Et là, on passerait donc de l'absence de risque. Enfin, aujourd'hui, comme le dit, c'est une image qui circule. Hein. On avait du risque avec du rendement. Maintenant, on a du rendement. On a du risque sans rendement. Mais là, on nous demande si on passe en unité de compte, on nous demande tout simplement de passer du sans risque au risque absolu sur des unités de compte qui sont au plus haut historique, qui sont au sommet de la bulle. Alors ça dépend ce que vous mettez dans l'unité de compte. C'est-à-dire que si vous allez sur des actions, sur du private equity, c'est vrai que les multiples... Que mettre à la place pour être en sécurité. Alors non, il n'y a pas de sécurité. Dans le monde tel qu'il est constitué, en fait, l'actif sans risque n'existe pas déjà. Déjà, c'est un abus de langage. Dans le monde dans lequel on vit, en fait, l'actif le moins risqué par définition, c'est toujours l'obligation d'État. Parce que même un État en difficulté, lui, a le droit de dire, d'imprimer des billets de banque, la plupart du temps, voire même de changer les règles du jeu et préempter l'argent chez les agents privés, qui sont les ménages ou les entreprises, via de la fiscalité. Donc grosso modo, c'est toujours comme ça. L'obligation souveraine, c'est toujours l'actif le moins risqué du marché dans une zone donnée, parce que c'est l'État, la sphère publique, qui définit les règles du jeu. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc il n'y a pas que d'actifs sans risque, il y a toujours des actifs plus ou moins risqués. Après, dans les unités de compte, forcément, si vous allez sur des actions, vous êtes sur en gros des entreprises directement liées à l'économie réelle. Donc là, vous prenez le risque complet de cycle, on va dire. S'il y a beaucoup de croissance ou s'il y a de la croissance ou que les mecs sont super intelligents, vous pouvez gagner de l'argent à travers les dividendes qu'elles vont vous verser, mais surtout la plus-value que vous avez réalisée. Mais forcément, si l'environnement devient plus difficile, vous risquez de perdre de l'argent. C'est pas que le 100 devienne 99,7. Je rappelle tout de même sur les actions, parce qu'il faut avoir en tête les ordres de grandeur. Entre mars 2000 et mars 2003, les marchés font moins 55%. Entre 2007 et 2009, les marchés font moins 55%. Moins 55%, ça veut dire que quand vous avez mis 100, vous avez 45 après. Donc il faut avoir en tête cela, c'est-à-dire que forcément, si vous allez sur des hauts cycles, orienter les gens vers une prise de risque de ce type, vous n'allez pas le faire sur 100%, ça serait une folie. Après, les actifs alternatifs, tout le monde les connaît, ça va être l'immobilier qui est un peu un statut entre deux.
L'installateur entre deux qui vous donne une rente, à savoir le loyer que vous percevez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les prix sont aussi très chers. Donc, le rendement que ça vous propose n'est pas très élevé. Et puis, voilà, l'immobilier, le loyer, il est quand même pas complètement déconnecté de l'économie réelle. Si jamais vous avez une récession, peut-être que les gens qui vivaient dans le logement, finiront par perdre leur job, du coup avoir moins de salaire, et auront peut-être des difficultés, soit à payer leur loyer, ou à minima, en fait, il faudra baisser le loyer. L'essentiel, c'est surtout quand même, pour les assureurs ou des profils comme Clépierre, Unibail, enfin, on connaît ceux-là parce qu'ils sont dans le CAC 40. Eux, ils sont orientés majoritairement immobilier commercial. Oui, alors c'est encore pire. Immobilier commercial. L'immobilier, en fait, quand vous allez vers le particulier immobilier résidentiel, c'est du particulier, c'est beaucoup plus résilient. Même en cas de récession, il faudra vraiment une très très grosse récession pour que la moitié de la population perde son job et plus de salaire et puisse plus payer le loyer. Et on parle de logement là. Puis en plus, il y a des implications qui ne sont pas qu'économiques, qui sont aussi sociales, sociétales, donc ça arrive moins. Donc ça, c'est beaucoup plus résilient. Le commercial, là pour le coup, c'est des baux commerciaux. Alors certes, vous pouvez avoir du 369, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des baux qui s'étalent sur un temps a priori lointain, sauf qu'une faillite, ça s'arrête. C'est-à-dire que si jamais en fait la structure ou l'entreprise qui est à l'intérieur des murs fait faillite parce que l'environnement de marché devient moins favorable, il s'arrêtera de payer le loyer. Et donc là, le risque se révèle. Ça, c'est le problème aux États-Unis où maintenant, les mètres carrés vacants dans les centres commerciaux se chiffrent en dizaines de millions de mètres carrés. Et je pense qu'il doit y avoir à peu près un centre commercial sur 3 aux États-Unis où on a tiré le rideau, carrément. Enfin, les galeries sont... Voilà. Donc imaginez ceux qui possèdent les murs, donc qui ont cru en fait acheter un actif sans risque ou un actif moins risqué, à un moment donné, le risque se révèle. Vous voyez, donc c'est un peu le sujet. Le sujet, c'est que, mais il faut être clair, tout de même. La seule chose aujourd'hui qui peut vous prémunir contre une perte moindre du capital que vous avez réussi à mobiliser tout au long de votre vie, c'est prendre votre argent, le mettre dans un coffre, et attendre dans ces cas-là. C'est-à-dire que le risque, il est partout. Donc soit vous faites cela, dans le tact, Aujourd'hui, les plus riches ne sont pas ceux qui ont gagné le plus, ce sont ceux qui ont évité les grosses pommes, tout de même. Donc il faut toujours relativiser par rapport à cela. Et c'est clair. Donc les fusées des gens qui ont fait fortune, il y en a plein. Les gens qui sont restés très riches, il y en a beaucoup moins. Parce que souvent, justement, les gens ne savent pas sortir. Donc soit vous dites aujourd'hui, il est temps de plutôt privilégier la préservation plutôt que la performance parce que l'environnement de marché n'est pas propice. Et si ce n'est pas le cas, il faut aller prendre du risque ou faut véritablement avoir une bonne capacité à identifier dans le marché les bons élèves des mauvais. Et c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de moyens en fait, de les identifier. Donc là, il faut vraiment s'appuyer sur des professionnels qui savent faire ce métier. Alors je vais aller vers un autre des aspects de l'assurance vie, la disponibilité du capital. Alors il y a deux questions. Alors effectivement, on peut récupérer souvent entre 80 et 90 pour faire une opération, souvent une opération immobilière. Donc ce capital est disponible et si les contrats d'assurance vie, le capital n'est plus garanti, on pourrait très très bien se retrouver à avoir retiré plus d'argent que ce qu'on va retrouver à la sortie. C'est le concept américain. Bon alors, c'est quand même pas la majorité des pratiques en France. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup moins financiarisé notre économie et notamment les ménages. Donc, je pense que ça pourrait arriver, mais ça restera quand même cette problématique-là, elle restera assez cantonnée à un petit nombre. Pour les prêts in fine, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique, enfin il y a quand même des gens qui nantissent, c'est-à-dire qui mettent en garantie leur portefeuille, donc souvent fonds euros, et ils tablaient bien sûr sur un rendement qui est à peu près équivalent au cumul des intérêts à verser justement au moment du remboursement global. Oui. Donc là, il y a des gens qui risquent de se retrouver coincés. Certains, c'est probable. Mais comme je le disais juste à l'instant, c'est-à-dire que c'est une réalité, ça devrait poser problème, mais en termes de proportion, c'est ce qui compte. Est-ce que ça peut générer en fait un risque systémique, c'est-à-dire un risque de contagion où ces gens en difficulté nous amènent à voir tout le monde en difficulté. La réalité, c'est qu'on n'est pas sur les subprimes américains en termes de proportion, et donc si ça peut leur poser un problème, ça posera un problème à un nombre limité de Français. Bon. Autre sujet qui fâche, la loi Sapin 2. On sait que l'argent qu'on place dans un contrat d'assurance vie, c'est d'abord une avance que l'on fait à son assureur, tout comme ce qu'on dépose sur un compte en banque, c'est une avance que l'on fait à sa banque. Et là, l'État a
je pense que c'était il y a 2 ans, a donc fermement posé les choses. Si une compagnie d'assurance est en difficulté, l'État n'interviendra plus, la compagnie d'assurance devra se débrouiller avec ses créanciers de premier rang, de second rang. Alors, je crois qu'en tant que déposant, on est quand même créancier de premier rang. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça... Alors, le risque associé, en fait, mais bon, après, il ne faut pas être dupe. Si jamais les choses se retournent et que les choses deviennent compliquées sur les marchés financiers, ça s'appelle un contrôle des capitaux, tout ça. Ça veut dire quoi? Que ça se passe mal sur les marchés financiers? C'est-à-dire qu'il y a une petite porte, je reprends mon image, tout le monde est dans la salle, il y a une petite porte et le feu prend. Qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils veulent tous sortir par la petite porte. Et alors le fait que tout le monde veuille sortir en même temps d'ailleurs, et c'est un des problèmes des retournements, des crises, c'est qu'en fait les bons partent avec les mauvais. Parce que au moment où le risque se révèle, tout le monde se dit « mince alors, il faudrait que je ne sais pas si ce que j'ai en portefeuille c'est bon ou mauvais, donc tout le monde vend tout, sans discrimination. » Et puis après que tout le monde ait vendu, on se rend compte des bons, des mauvais. Et la problématique du coup, c'est en fait une forme de cercle vicieux où tout fout le camp et on arrive sur des niveaux qui sont extrêmement élevés. Les enjeux sont tels, quand on parle de l'assurance vie, qu'il est évident que si tout le monde veut racheter, finalement, c'est pas veut sortir de leur argent à l'assurance vie en même temps, les régulateurs n'auront pas d'autre choix que de limiter. Ça ne veut pas dire que les gens vont perdre de l'argent, mais en tout cas, c'est pas automatique ça. Une partie de leur capital sera bloquée et donc c'est l'illiquidité du capital. On déterminera à ce moment-là la part qu'on peut retirer, on pourra le limiter à 30, 40, 50, enfin tout est possible. Et il est allé dans le temps, c'est-à-dire que vous aurez à disposition, donc c'est vrai que la problématique est que c'est pas vraiment dans le contrat initial. Ce qui est toujours gênant de changer le contrat qui nous lie à son prestataire. Aussi, ça garantissait la liquidité des dépôts. Alors peut-être aujourd'hui, il faut aussi s'interroger sur en gros, est-ce qu'il est possible encore de vendre ou de proposer une enveloppe qui finalement proposait toutes les qualités. Peut-être qu'il y a aussi en fait un changement de monde qui fait que vu qu'il n'y a plus de rendement, eh bien peut-être qu'il faut aussi accepter le fait qu'on ne puisse pas faire la promesse de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que des plus et donc il faudra accepter de... Mais si jamais on va vers ce mouvement-là, il est sûr qu'il y aura un contrôle des capitaux, comme ça peut se faire dans les États, pour éviter en fait de rentrer dans un cercle vicieux et provoquer un risque systémique. Donc en fait, il reste le cadre fiscal, la transmission, mais pour le rendement... Que la transmission, puisque maintenant, effectivement, l'avantage de l'assurance vie, c'était qu'en gros, vos plus-values étaient finalement n'étaient pas imposées. Quasi. Conditions faites, voilà. CGCRDS, voilà. Mais était moins imposé, on va dire, que le reste de la place. Déjà avec la flat tax que Macron a mis en place, déjà, ça rend le produit un peu moins attractif. Par comparaison, moins avantageux. Moins attractif que par le passé. Et de toute manière, on vient de dire quoi? On vient de dire que il sera de plus en plus difficile de faire du rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera de plus en plus difficile de faire des plus-values. Donc à quoi, en gros, l'avantage fiscal, l'exonération sur les plus-values, quand il n'y a pas de plus-value, là, il tombe. Par contre, effectivement, il reste en fait l'avantage fiscal de la transmission, qui est quand même pas anecdotique et qui est en plus un sujet qui tient toujours à cœur pour les Français. Alors, j'en reviens à ces assureurs que tu rencontres chaque semaine. Est-ce qu'ils ont des idées pour garder une certaine attractivité? Est-ce qu'ils vont peut-être mettre justement plus l'accent sur le côté ingénierie patrimoniale? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le cas. C'est déjà le cas en fait. En gros, c'est un panachage où on ne vendra plus que du fonds euro, mais en fait du fonds euro avec des unités de compte, peut-être en architecture ouverte. Effectivement, on rentre vraiment dans la gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont plus des vendeurs de monoproduits, mais des vendeurs en fait de plein de produits différents. Ça rend les choses plus complexes. Attention, les Français ne sont pas toujours prêts à entendre cette complexité, donc ça brouille le message. Avant, c'était facile, Voilà, vous donnez, vous avez l'avantage fiscal, vous avez un peu de rendement et vous avez la garantie du capital et vous pouvez transmettre facilement. Le meilleur des trois mondes. Voilà, donc en gros, là, la démarche commerciale n'était pas très difficile, il faut être honnête. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils ne peuvent plus vendre cela, donc il faut qu'ils réapprennent finalement un autre métier. Mais in fine, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils apprennent en fait le métier qui est celui d'être un architecte du patrimoine. Et j'ai envie de vous dire, si on paye ou s'ils préemptent une partie de la rémunération des performances qu'ils réalisent, c'est une mission qu'on peut leur confier. Donc la seule solution, c'est justement la diversification, c'est vendre autre chose. Alors, la problématique tout de même,
soyons réalistes, c'est que tout le monde veut faire la même chose au même moment. Et que du coup, la concurrence va s'exacerber aussi dans ce monde-là. Et de vous à moi, une concurrence qui s'exacerbe, une taille du gâteau à se partager qui n'augmente pas, ça ne m'étonnerait pas que dans les mois ou trimestres à venir, vous voyez quelques assureurs se faire acheter par d'autres. Parce qu'une des manières en fait, de compenser la faiblesse du marché, c'est justement la consolidation, même si ça n'a jamais vraiment marché ça. Mais bon, en tout cas, aller augmenter sa part du gâteau en rachetant en fait ses petits copains. Et donc, ça serait pas étonnant de voir quand même quelques mouvements en fait chez les assureurs. Alors, bon, ça reste déjà un marché très consolidé, mais bon, il va falloir regarder ça de près. Eh bien, Pierre, je pense qu'on a fait assez largement le tour de la question. Est-ce que ce sera le mot de la fin ou une petite astuce peut-être pour terminer à des abonnés qui justement retireraient un peu d'argent de l'assurance vie pour en faire quoi? Je dirais simplement, je ne ferai pas de recommandations précises, mais je dirais tout simplement, nous n'avons plus l'âge de croire au Père Noël. Donc voilà, la question qui se pose dans le monde qui vient, c'est surtout, ok, j'entends la promesse, mais là où il va falloir être bon, c'est savoir est-ce que la personne en face de moi est en capacité de réaliser sa promesse. Donc c'est-à-dire identifier le risque de contrepartie. Avant, finalement, on pouvait faire une confiance aveugle à ces contreparties, parce qu'il n'est pas dans le monde qui vient, un monde plus tendu, plus incertain, dans lequel beaucoup de choses sont questionnées. Bien, la réalité, c'est qu'il va falloir être, sans être méfiant, mais en tout cas, vraiment être en capacité de bien identifier les bons des mauvais. Ouais. Alors, on a tous en tête quelques noms de banquiers, banques assureurs. Certains sont gorgés de bons du trésor de qualité douteuse, ou d'autres sont sur des leviers absolument colossaux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut effectivement fuir des banques assureurs dont on sait déjà que l'actif est potentiellement à risque, ou sa solvabilité est globalement potentiellement à risque? Je sais pas, quand vous avez du patrimoine, il vaut mieux le confier à des gens en qui vous pouvez avoir confiance qu'à des gens en qui vous pouvez ne pas avoir confiance. Donc là aussi, j'ai envie de dire, la réponse est dans la question. Je vous remercie. Merci Philippe.